Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans En route pour demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech Co. Le nouveau TGV, la Mercedes EQE à l'essai et des supercars accessibles grâce à des NFT, c'est le programme de cette semaine. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine sur Tech Co. Cette semaine, d'ailleurs, vous nous avez peut-être regardé, écouté. Depuis un TGV, une toute nouvelle génération de trains à grande vitesse va faire son apparition sur les rails d'ici quelques années. Bonjour Olivier Chiche-Portiche. Bonjour Pauline. Ce nouveau train, il se nomme le TGV M et il doit donner en fait un coup d'accélérateur à la grande vitesse ferroviaire. Exactement Pauline, c'est vrai, et c'est avec une émotion non feinte que la SNCF et Alstom, son constructeur, ont dévoilé ce train le 9 septembre dernier, ce TGV M. Et comme tu l'as dit, il s'agit d'une toute nouvelle génération de TGV et pas seulement une évolution comme les TGV précédents qu'on avait pu découvrir au fil des années. Là, c'est un vrai nouveau train. Et pour la SNCF qui va dépenser pas moins de 3,5 milliards d'euros pour acheter 115 rames de ces nouveaux TGV, l'enjeu il est très clair. Il doit servir de bras armé effectivement pour doubler la part du train dans les transports en France dans les prochaines années. Alors comment va faire la SNCF pour atteindre cet objectif ? Avec ce TGV M, justement. Qu'est-ce que ça veut dire M d'ailleurs ? M pour modulaire, voilà, c'est un peu la terminologie. En fait, la SNCF veut exploiter ce nouveau train un peu comme les compagnies aériennes exploitent les avions aujourd'hui, enfin même depuis très longtemps, c'est-à-dire avec beaucoup de souplesse. Comment faire en fait ? Comment ça se passe ? Il s'agit en fait avec ce train de pouvoir ajuster le nombre de voitures à la demande au plus près du marché en fonction justement des volumes, en retirant par exemple des voitures de première classe ou en reconfigurant l'intérieur de ces voitures, en enlevant des sièges, en rajoutant, en enlevant les espaces bagages ou vélos, tout ça de manière très souple, ce qui était complètement impossible auparavant en fait, pour la SNCF. La SNCF était coincée avec ses TGV. Elle avait un nombre X de voitures de première classe, un nombre de voitures de deuxième classe. Elle ne pouvait rien faire d'autre que faire rouler ces trains tels qu'ils étaient. Donc là, il y a plus de souplesse. Et en fait, aujourd'hui, ça va lui permettre de mieux remplir ces trains, d'optimiser le remplissage de ces trains. Et par ailleurs, ce TGV M, s'il permet de mieux remplir ces trains, il permet aussi de plus remplir ces trains. Et ça, c'est très important pour le transporteur qui annonce 20% de capacité en plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 740 places au maximum dans ces trains au lieu de 634 dans une rame classique. Oui, finalement, de l'extérieur, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on voit ça ressemble à un TGV classique, à part la tête de la motrice qui est assez différente, innovante. Mais finalement, on met 100 personnes de plus dans chaque wagon. Le train fait la même longueur, finalement, qu'un TGV classique. Mais comme tu l'as dit, la motrice est toute nouvelle. Elle est beaucoup plus compacte que les précédentes générations. Donc ça permet plus de place. Voilà, de rajouter une voiture entière dans ces trains. Elle pourra aussi en enlever, en rajouter en fonction, encore une fois, de la demande. Autre point très important pour la SNCF, c'est de se démarquer à l'intérieur du train. Là, c'est le grand secret. Pour l'instant, l'opérateur n'a pas du tout montré d'image de l'intérieur de ces trains, mais la SNCF et les TGV souffrent un petit peu de la concurrence, et notamment des TGV italiens qui roulent en France depuis quelques mois. Oui, on peut comparer maintenant avec ce qui se passe ailleurs. On peut comparer. C'est des TGV qui sont très beaux à l'intérieur, très beaux à l'extérieur. La SNCF s'est fait un peu critiquer par rapport à ces trains, et donc elle promet, par exemple, des sièges de compétition à l'intérieur de ces trains, et puis surtout une voiture-bar qu'elle annonce comme révolutionnaire. On verra bien, mais en tout cas, ils vont vraiment faire l'effort sur le design intérieur de ces rames. Plus de passagers, plus de confort, plus de distance également pour ces TGV qui, dès le départ, ont été conçus pour pouvoir rouler en dehors des frontières françaises. Et la SNCF, elle ne cache pas ses ambitions en Europe. Ce TGV M, il roulera par exemple vers Milan, depuis Paris, et peut-être même vers Berlin, puisque la SNCF et l'opérateur allemand veulent relancer une ligne à grande vitesse entre la capitale française et la capitale allemande. C'est un argument vraiment supplémentaire pour les voyageurs, et notamment ceux qui acceptent finalement de voyager longtemps en train. C'est ce qu'on appelle le slow travel sur des longues distances, et c'est une tendance qui se développe de plus en plus en France et à l'international. Donc plus de passagers, plus de distance. Ce TGVM, il a aussi un autre argument de poids, c'est la sobriété énergétique. C'est vrai. Avec des voyageurs qui sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à cette question de l'empreinte carbone des transports en commun, et le train a déjà une bonne image. Et puis avec accessoirement les prix de l'électricité qui ont explosé depuis un certain nombre de mois, la SNCF et Alstom ont particulièrement soigné ce point. Et c'est vrai qu'il est annoncé, ce TGVM, comme consommant
20% d'électricité en moins et 32% d'émissions de CO2 en moins. Tout ça, effectivement, tu l'as dit, grâce à ce design de la motrice qui a été complètement revu pour plus d'aérodynamisme, grâce au logiciel embarqué qui permettent une éco-conduite, grâce également à des technologies de récupération de l'énergie au freinage, beaucoup de choses qui permettent d'atteindre ce résultat. Et alors, en quelques mots, quand est-ce qu'on pourra tester ce nouveau TGV ? Patience, Pauline, c'est pour bientôt. La SNCF va mener des essais dynamiques en République tchèque dans les prochains jours, puis en France l'an prochain. Ensuite, en 2024, l'exploitation commerciale commencera sur la ligne Paris-Nice, qui est la ligne historique du TGV, et puis la ligne la plus rentable pour la SNCF. Merci beaucoup, Olivier Chiche-Portiche, journaliste BFM Business, notre spécialiste du ferroviaire. Et on va continuer de faire un saut dans le futur avec notre invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Alors elles aussi, elles peuvent rouler très vite. Elles, ce sont les supercars de The Collection World, un club d'amateurs de sportifs VIP. Mais alors pour y accéder, pas besoin d'avoir une Ferrari, pas besoin d'avoir une Lamborghini. Il faut surtout acquérir un NFT. Bonjour Laurent Buzine. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc, de The Collection World qui a été lancé cet été à Paris. Est-ce que de manière très concrète, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce club VIP ? Alors c'est très simple, c'est un club pour les passionnés avant tout. C'est ce qu'on a voulu absolument faire, c'est rendre l'inaccessible accessible, c'est-à-dire ce monde très fermé qu'est le monde des supercars qu'on connaît bien avec mon associé. Et on a décidé de le démocratiser via la technologie NFT en créant une carte de membre digitale dessinée par un grand artiste français qui expose un peu à travers le monde et qui est limitée à 1000 exemplaires pour 1000 membres maximum qui intégreront ce club d'élite. Alors, quand on est membre, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais avoir droit à quoi si j'achète ce NFT ? Puis cette carte, d'ailleurs, elle vaut combien ? Alors, cette carte, elle est au prix d'un Ethereum. Donc, c'est une valeur qui fluctue en ce moment. On est à 1500 On est autour des 1500 €, 1300 € ces jours-ci. Donc, il y a eu des gros changements actuellement dans le monde de la crypto-monnaie, mais globalement 1500 €. À quoi elle donne accès ? En fait, tout un univers d'expériences physiques et d'expériences digitales. Alors, d'expériences physiques aujourd'hui, parce que l'expérience du métaverse est en train de se créer, elle arrivera prochainement. Mais globalement, on a fait notre soirée de lancement il y a quelques jours et on a réservé un endroit très prestigieux à Paris. On a reçu plus de 200 personnes, dont tous les propriétaires de cette carte, des propriétaires de supercars également. Donc c'était une grande réunion de passionnés automobiles avec une ambiance un peu festive comme le veut le monde un petit peu des supercars, qui est souvent lié au monde de la fête et de la célébration, et c'était vraiment le cas. Donc un très bel événement qui a été le premier et la naissance du club. Donc quand j'ai la carte, ça veut dire que je vais pouvoir aller voir en vrai ces voitures. Qui propose les voitures justement ? Alors aujourd'hui, ce sont des propriétaires qui sont également membres du club parce que comme toute personne qui sont dans cet univers supercar, ils regardent le monde métaverse avec beaucoup d'intérêt. Ils se rendent compte que très certainement, comme l'arrivée d'Internet, il y a un énorme potentiel pour l'avenir vis-à-vis de cette notion de club, surtout un club très limité et qui se veut très exclusif, avec surtout l'opportunité de connecter avec des mondes du web, des personnes qui sont vraiment des experts du monde du Web 3, ce qui aujourd'hui peut sembler très compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est important pour eux justement, des propriétaires qui cherchent à se connecter à cet univers, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont vraiment expertes dans ce monde qui va se créer demain dans le métaverse. Et donc ça veut dire que si je suis propriétaire, je suis membre du club, il a fallu que j'achète un NFT aussi. Exactement. Au même tarif, toujours un Ether pareil. Est-ce que du coup, je vais pouvoir conduire ou tester la voiture d'un autre membre qui lui aussi aura mis sa supercar, ou juste on va pouvoir échanger ? La volonté, c'est plutôt de pouvoir inviter les membres qui sont non propriétaires de véhicules sur des événements circuits. Avec ce qui nous donne la capacité de le faire, c'est la mutualisation du club avec un nombre de membres qui est important et donc qui nous permet de dégager du budget pour justement réserver des circuits et créer une expérience en louant certains véhicules. Et pourquoi pas avoir un propriétaire qui veut faire découvrir à un autre membre qui, lui, ne l'est pas, une expérience à travers une voiture d'exception pour partager sa passion, parce qu'aujourd'hui, on le voit, beaucoup de propriétaires cherchent avant tout à partager leur passion, notamment lors de journées caritatives. Donc, pourquoi pas le faire au sein du club dont ils font partie, bien évidemment. Là, aujourd'hui, vous nous le dites, il y a 1000 cartes de membres. Oui. Combien vous en avez vendu ? Aujourd'hui, on est en nombre de 259 cartes vendues.
C'est la création, encore une fois, c'est un club. Donc un club, ça se crée, ça se fait grossir, on travaille la notoriété, on essaye de justement travailler son image, le façonner à l'image qu'on souhaite lui donner et surtout répondre à la demande des membres. Donc ce volume de 250 personnes nous permet justement d'adapter notre vision et surtout d'aller dans le sens de ce qui plaît le plus aux membres. Qui les a achetés? Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot Alors, de l'acheteur? ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu plein de personnes, enfin de profils différents. On a du chef d'entreprise, on a de l'étudiant, on a des militaires, on a vraiment plein d'horizons différents. On a des Français, on a des étrangers, on a des personnes qui sont parisiennes, d'autres qui viennent de province. Et justement, cette soirée, ça a été l'occasion de tous se retrouver. Et c'est ça aussi qui a fait la saveur de cet événement. Alors, je comprends l'idée, 1000 cartes de membres, une fois que vous avez tout vendu, c'est quoi le business model derrière? Parce que comment le club va fonctionner? Est-ce que vous allez en remettre sur le marché? Est-ce que vous allez il va y avoir un marché de la NFT lié à ça? Tout à fait. Il y aura forcément déjà un marché secondaire, donc c'est-à-dire un club qui est limité à 1000 membres dans le monde, c'est quelque chose d'extrêmement exclusif, qui a une valeur, surtout si tout est vendu. Donc c'est là où vous créez de l'intérêt aux yeux de potentiels propriétaires de supercars qui voudraient l'intégrer et qui sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent pour pouvoir le faire. Une partie de ces revenus permettent à l'entreprise d'être réinvestie pour créer de l'expérience, mais surtout, principalement, c'est l'activation avec des marques de luxe avec lesquelles nous allons travailler dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup les marques, parce que la clientèle est forcément une clientèle qu'on cherche à viser, et surtout, c'est une image qui est très intéressante pour beaucoup de marques, notamment des marques demain en création dans le Web3 qui vont chercher à capter un public, on va dire, très ciblé, on va dire prestigieux et qui leur permettra d'acquérir une image plus forte via la connexion du club. Vous pourriez remettre des cartes en vente une fois les 1000 vendus, des cartes peut-être plus chères pour attirer certains propriétaires? Tout dépendra, pour être très sincère, la volonté, c'est si effectivement on a 250 000 demandes de cartes, on va forcément agrandir le club parce que tout le monde sera ravi d'avoir un club plus important. La réalité, c'est surtout potentiellement faire des produits dérivés qui ne seront pas de la carte de membre, mais peut-être un pass unique pour accéder à une de nos soirées membres, une soirée club qui, justement, donnera envie à beaucoup de personnes d'être présentes. Et justement, ces ventes-là permettront de financer soit des événements, soit des expériences, peut-être demain dans le métaverse également. Comment vous expliquez ce lien qui s'est fait très vite entre propriétaires de supercars et ce monde assez mystérieux des supercars et tout le monde du Web3 où il y a aussi un peu de mystère pour le grand public? Moi, je l'expliquerais du fait que ce sont des clientèles qu'on connaît bien et en fait, ce sont des entrepreneurs nés, ce sont des gens qui sont toujours intéressés par se renouveler, à être en accord avec le monde qui les entoure. Et aujourd'hui, ils ne voient qu'un immense potentiel à ce que peut devenir le Web3 parce que le Web3 va certainement changer nos vies encore plus qu'Internet a changé nos vies à l'époque. Et rien quand on pense à ça, on peut imaginer le potentiel que ça va représenter, et que ce soit pour votre entreprise quand vous êtes entrepreneur ou que vous soyez, par exemple, il y a des notaires qui sont venus à la soirée. Des notaires parce qu'ils se disent, demain, dans le Web3, il y aura de la propriété, il faut absolument que je commence déjà en amont à travailler, à regarder ce qui se passe. Et on est un peu un laboratoire pour ça, pour ces entrepreneurs. En tout cas, merci beaucoup Laurent Buzy d'être venu nous parler de The Collection World. Alors, l'essai de la semaine, elle n'est peut-être pas encore dans le garage des supercars de vos collectionneurs, mais c'est un des modèles qui pourrait bien chambouler le marché de la voiture électrique et notamment de la grande berline face au Tesla Model S ou au Porsche Taycan. Son nom, c'est la Mercedes EQE ou EQE, selon qu'on le prononce à l'anglaise ou à la française. C'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain. L'essai. Nouvelle venue dans la famille EQ, donc la gamme 100% électrique de Mercedes. Donc après les SUV EQA, EQB et EQC, on découvre aujourd'hui une nouvelle berline zéro émission,
le QE. Ce modèle se présente en effet comme une EQS taille réduite avec environ 25 cm de moins, mais à près de 5 mètres de long, on est quand même sur un format de grande berline. Côté design, on retrouve finalement la silhouette globale de l'EQS avec ce profil très aérodynamique et parfaitement raccord avec les jantes qui vont aussi maximiser la pénétration dans l'air. Donc ça, c'est un point assez important pour maximiser l'autonomie. Principale différence avec l'EQS qui dispose d'un coffre à haillons, cette EQE, elle dispose d'un coffre mâle, donc avec un accès moins pratique et un volume un peu plus réduit à 430 litres. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble avec ces jolies poignées qui sortent de la carrosserie quand je m'approche. À l'intérieur de cette Mercedes EQE, on découvre finalement un habitacle à la fois technologique et luxueux. Donc le luxe, ça va être incarné par la finition quasi parfaite avec cet impressionnant plaquage qui encadre l'écran tactile et donc la technologie avec cette énorme dalle 12,3 pouces au centre, complétée par un écran décompteur derrière le volant. Du côté de l'écran tactile, finalement c'est là qu'on va retrouver pas mal de fonctions pour régler déjà l'ambiance lumineuse et bien sûr la musique, soit sur le système Mercedes, soit via Android Auto, au CarPlay ou encore en Bluetooth. Alors finalement, on va être presque incité à ne pas utiliser Android Auto au CarPlay parce que la navigation Mercedes, par exemple, elle va permettre de planifier un itinéraire pour une expérience électrique assez complète. Donc ça, c'est finalement assez courant depuis le début chez Tesla, mais je vais rentrer une destination assez lointaine, par exemple Marseille, et l'ordinateur de bord va me calculer les différentes étapes de recharge et je vais avoir pas mal de menus de personnalisation pour, par exemple, programmer l'autonomie que je veux avoir à l'arrivée. Donc c'est un point fort de ces nouvelles Mercedes électriques, c'est qu'on va vraiment avoir pas mal d'informations disponibles, par exemple les bornes de recharge aussi à proximité, savoir si elles sont occupées, pas mal d'informations comme le tarif aussi qui sera pratiqué sur ces bornes. On va voir tout de suite sur la route ce que donne cette Mercedes EQE. Donc à bord de cette Mercedes EQE, on est à bord d'un véhicule avant tout confortable, donc ça c'est renforcé bien sûr par la motorisation électrique qui va apporter un grand silence de conduite. On reste quand même dans un véhicule assez puissant avec 292 chevaux de puissance et un 0 à 100 qu'on a réalisé en à peu près 6 secondes. Côté autonomie, Mercedes annonce un peu plus de 600 km possible sur une seule charge, donc ça c'est assez pratique pour réaliser des longs trajets ou encore pour rouler toute une semaine sans avoir besoin de se brancher. Donc même si on est dans un véhicule assez grand et assez lourd, plus de 2,3 tonnes sur la balance, il reste assez agile grâce à des roues arrière directrices qui vont grandement faciliter les manœuvres. Pour faciliter les manœuvres, on a également pas mal de caméras tout autour du véhicule, donc ils vont afficher l'environnement direct au moment de réaliser certaines manœuvres. Sur la fonction navigation, Mercedes va ajouter même une petite touche de réalité augmentée, donc clairement la caméra va filmer la route, ça s'affiche à l'écran et une petite flèche va vous indiquer directement la route qu'il faut prendre. Tout ça, ça va être aussi complété par un affichage tête haute, donc très complet avec pas mal de différentes options pour le personnaliser. À propos des assistants de conduite, on est sûrement ici sur une version des plus avancées, donc du duo, un régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route, donc une conduite très assistée, notamment sur voie rapide. Chez Mercedes, le petit plus, c'est que par exemple, en plus d'ajuster la vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi, ça va aussi s'adapter en fonction du contexte. Par exemple, j'approche d'un rond-point, finalement, même si j'ai le régulateur adaptatif sur 50 km/h, c'est la voiture d'elle-même qui va baisser sa vitesse à l'approche du rond-point pour le prendre à une vitesse plus naturelle, plus lente. Côté recharge, donc à domicile d'abord, cette EQE elle peut encaisser jusqu'à 11 kW avec son chargeur embarqué de série et en option on peut avoir un chargeur embarqué de 22 kW. Et donc sur les longs trajets, donc comme nous on s'est arrêté à une borne Ionity, donc sur la charge en courant continu, la EQE elle peut encaisser jusqu'à 170 kW, donc de quoi récupérer de 10 à 80% de batterie en une trentaine de minutes. Mais on l'a vu avec sa grosse batterie, finalement il ne faut que 2 arrêts pour faire un Paris-Marseille, donc ça c'est plutôt un bon point côté autonomie pour cette EQE. Au niveau du tarif, cette EQE elle démarre à 75 000 € en France et pour notre modèle d'essai avec énormément d'options, on est même à un prix définitif de 105 000 €. Donc c'est cher, mais ça a le mérite d'être quand même un peu plus abordable que le QS qui elle démarre à 135 000 € en France. Il faut aussi rappeler que sur ce segment des grandes berlines 100% électriques, la concurrence elle est plutôt dans le premium. On peut citer notamment la BMW i4, le duo e-tron GT donc chez Audi et Porsche Taycan ou encore la Tesla Model S dont on attend bien sûr la prochaine génération en Europe. Prochain modèle attendu dans la gamme EQ, ce sera les versions finalement SUV des EQS et des EQE. Mercedes mise en tout cas beaucoup sur l'électrique comme ses concurrents. Au total, ce sont 60 milliards d'euros qui ont été prévus comme investissement pour l'électrification de la gamme d'ici à 2026.
BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. Et alors en région, on part pour Marseille avec iWish, un spécialiste du vélo connecté. Mais alors c'est électrique, mais c'est encore un peu plus que ça. Christophe Sauvant, bonjour. Bonjour. Donc le vélo, il est sur notre plateau. Alors c'est un vélo, on le voit ici à l'écran, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. Donc c'est un vélo électrique, il fait plutôt sportif, il est noir, très fin, très épuré. Mais alors c'est un vélo électrique, mais c'est aussi un vélo avec de l'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne un vélo avec de l'intelligence artificielle. Alors absolument, iWish, c'est vraiment un vélo unique au monde et il embarque un système intelligent qui fonctionne à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. En fait, tout ça, ça sert à une seule chose, c'est à rendre la conduite la plus simple possible pour l'utilisateur. Alors concrètement, expliquez-moi, qu'est-ce que ça va changer pour moi, cycliste, si j'utilise ce vélo par rapport à un vélo électrique classique ? 95-98% des vélos électriques classiques, pour pouvoir les utiliser, vous avez une manette pour gérer le niveau d'assistance d'un côté, un levier de vitesse de l'autre, et souvent vous avez un écran au milieu qui vous donne les kilomètres/heure auxquels vous roulez ou le niveau de batterie qui est le vôtre, donc des choses extrêmement importantes quand on conduit en ville, alors même que le problème de la ville, c'est d'être hyper concentré pour pouvoir anticiper les dangers. Et donc, ce qu'on a voulu faire à travers ce vélo, et vous le voyez sur le guidon, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien à voir. Oui, il y a juste les freins, le guidon, Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas de manette, il n'y a rien du tout. Exactement. On a uniquement le guidon et ses jambes pour faire avancer le vélo. Tout le reste se fait de manière absolument intuitive grâce à l'intelligence qu'on embarque donc, dans le carter au-dessus du moteur qui se trouve au milieu du vélo. Mais il va falloir combien de temps pour que finalement, parce que si je comprends bien, le vélo va à peu près me connaître, savoir selon mes trajets, les moments où j'ai besoin de plus ou moins d'assistance, combien de temps il va falloir pour que justement le vélo connaisse bien son conducteur, son cycliste ? Alors, le vélo apprend beaucoup de choses de son utilisateur. Il faut à peu près une dizaine de jours pour que réellement tout ça fonctionne de manière optimum. Bien évidemment, dès le départ, vous avez comment dirais-je, une gestion de l'assistance native qui permet de faire fonctionner ce vélo correctement. Mais il faut à peu près une semaine pour que vous arriviez à une assistance personnalisée, donc en fonction de ce que vous faites et de ce que vous aimez. En fait, le système, c'est qu'on a imaginé un concept qui est la zone de confort optimum de l'utilisateur. Schématiquement, c'est la zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien. Au départ, vous êtes bien, tout se passe bien. Ensuite, vous commencez à transpirer un peu. Et puis, au maximum, vous êtes obligé de descendre de vélo parce que vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour faire avancer ce vélo. Et donc, la zone de confort de l'utilisateur, elle est différente d'un utilisateur à l'autre. Et on l'a mesuré, et ce qu'on cherche à faire, c'est en permanence de vous tenir au cœur de cette zone de confort pour que vous ayez un confort optimum. Mais alors ça veut dire que je ne peux pas fondamentalement choisir d'être par exemple plus économe aujourd'hui ou plus sobre, ou de pédaler très très vite mais sans assistance. C'est le vélo qui décide pour moi. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous êtes complètement libre et vous avez toujours la main sur ce vélo, parce que sinon, on rentrerait dans un concept un peu compliqué. Mais d'abord, d'une part, si vous pédalez fort, le vélo va vous rendre une énergie importante et donc vous allez très vite. Si vous voulez ralentir, il suffit de pédaler un peu moins rapidement et donc le vélo, de manière très fluide, en fait, vous accompagne dans ce pédalage. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez d'à-coup, soit à l'accélération, soit à la décélération. Ça, c'est ce qui se passe en moyenne avec ce vélo. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser un programme qu'on appelle économique, donc qui vous permet de pédaler un peu plus. Grosso modo, vous avez 15 à 20% d'énergie en moins, et vous êtes toujours dans cette fluidité, mais en faisant un peu plus d'efforts. Et puis, compte tenu de toute cette intelligence qu'on embarque, on a un certain nombre de services qui sont disponibles pour tous les utilisateurs d'iWish, et notamment un service fitness qu'on vient de lancer au mois de juillet, en fait, qui permet à tout un chacun de fixer un objectif de calories à dépenser sur la semaine ou sur le trajet qu'il va faire. Et le vélo va s'adapter pour m'aider à atteindre mon objectif. Exactement, c'est-à-dire que le vélo, au lieu de vous donner le confort optimum, au lieu de vous donner un confort économique, il va vous faire dépenser cet objectif de calories. En termes d'autonomie, il me propose combien ce vélo ? Alors, dans une utilisation normale, c'est-à-dire que vous utilisez ce système fluide et intelligent de manière optimum, vous faites entre 60 et 70 km en ville. Donc, batterie qui s'enlève. Batterie qui s'enlève de 500 watts. Donc, vraiment pour la ville, on fait en moyenne 9 km par jour quand on utilise un vélo en ville. Donc, on a largement de quoi
être satisfait. Et puis, on a un troisième mode, un troisième service qu'on appelle iRide, qui, lui, vous garantit de toujours arriver à destination en ayant de l'énergie pour vous aider dans les endroits difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans le système iRide, si vous n'avez pas assez de batterie pour atteindre l'objectif, la destination, ce que le vélo sait, soit parce qu'il a pris de vos trajets, soit parce que vous rentrez la destination dans l'application, à ce moment-là, le vélo va restreindre le niveau d'assistance sur les portions faciles, les plats par exemple. Et si vous avez une côte sur la dernière partie de votre trajet, à ce moment-là, vous délivrez le maximum d'assistance pour vous permettre de grimper cette côte, alors que normalement, avec un vélo normal, vous n'auriez pas pu la grimper puisque vous n'auriez plus de batterie. Donc, il ne me laisse jamais fondamentalement toute seule, quand même si j'ai pris le mode fitness. Très rapidement, le prix? Alors, on a deux modèles. On a un premier modèle en entrée de gamme qui est à 3 490 €. On est vraiment sur du haut de gamme quand même pour ce type de vélo. On est sur un vélo haut de gamme d'une très très belle facture avec des composants de première qualité et surtout une intelligence et un système qui est unique au monde, donc qui vous apporte en fait un plaisir, une fluidité fantastique pour rouler en ville et aller au travail, par exemple, tous les matins. iWish, start-up de Marseille. Christophe Sauvant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro d'En route pour demain. Passez un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.